Bonjour, je me présente Victoria Brun, donc chargée de mission au sein de la Fibre 64 et donc je suis en charge des webinaires. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce quatrième rendez-vous, dédié cette fois-ci à la téléphonie mobile et à la 5G. Ce webinaire sera animé par Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms. Alors, ce que je vous propose, à la fin, il y aura un petit débat, questions-réponses. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez déjà le chat qui est disponible pour poser vos questions. Comme ça, à la fin, M. Combeau se chargera de répondre à vos questions. Ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en revisionnage sur le site des webinaires. L'adresse est webinaire.lafibre64.fr. Vous recevrez un lien vous informant que le replay est à disposition. Pour le bon déroulement du webinaire, s'il est possible que vous fermiez vos micros. Voilà, ça évitera peut-être d'avoir derrière des retours son. Alors après, évidemment, pour les questions, si vous souhaitez les réactiver, vous pourrez tout à fait les réactiver. Vous avez une option « Lever la main » qui vous permettra de prendre la parole si vous le souhaitez. Je vais laisser la parole à M. Denciard, le directeur de la Fibre 64, qui après, donc, M. Combeau prendra la parole. Merci beaucoup et bon webinaire. Bien, merci Victoria. Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire que nous organisons sur les solutions et les usages numériques et les infrastructures numériques. Quatrième édition, après l'open data, le cloud, l'inclusion numérique. On va parler aujourd'hui de téléphonie mobile. Vous êtes une trentaine, vous êtes 30 exactement, à ce webinaire. Il y aura sans doute encore quelques retardataires qui vont venir nous rejoindre. Pourquoi avoir choisi de faire un webinaire sur la téléphonie mobile? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous ne l'ignorez pas, il y a une pression citoyenne qui est assez forte en faveur de l'accès aux services mobiles et à telle enseigne que de plus en plus la téléphonie mobile supplante la téléphonie fixe. Et c'est un service qui est presque prioritaire par rapport aux services de téléphonie fixe. Pourquoi la téléphonie mobile? Parce que c'est aussi pour nous un vecteur d'accès au très haut débit et pour beaucoup de vos concitoyens. Aujourd'hui, on consomme de l'Internet, on consomme du contenu vidéo, on consomme tout un tas de ressources numériques à travers son smartphone et on n'entend pas ne pas pouvoir le faire en situation de mobilité. On veut le faire à tout moment. Et donc, la téléphonie mobile aujourd'hui est devenue aussi un moyen d'accès à de l'Internet très haut débit et ça nous paraissait être un sujet suffisamment intéressant à traiter. Il y a également un élément qui est assez important à prendre en considération, c'est que les infrastructures de téléphonie mobile sont pour l'essentiel déployés par les opérateurs de téléphonie mobile selon leur propre stratégie technique, stratégie commerciale, qui peuvent les conduire à investir à un endroit et pas à d'autres. Et cela peut générer et génère dans notre département des zones d'ombre, des zones blanches que l'État et les opérateurs ont souhaité circonscrire. Ils ont pour cela signé un accord qui a pris le nom de New Deal, qui vise à résorber les zones blanches à travers un certain nombre de dispositifs, dont un qui est assez répandu maintenant, qui est le dispositif de couverture ciblée, le DCC, qui permet
à des communes de bénéficier de l'installation d'une infrastructure de téléphonie mobile multi-opérateur et d'ainsi de disposer des services de téléphonie mobile associés, en voyant ces installations financées par les opérateurs de téléphonie mobile. C'est la clé de voûte de l'accord entre l'État et ces opérateurs, puisque ces implantations d'infrastructures sont entièrement financées par les opérateurs de téléphonie mobile en échange de l'utilisation d'une licence 4G qu'ils peuvent ainsi utiliser sur le sol national. Cet accord New Deal, c'est chaque année une dizaine, une quinzaine de sites supplémentaires qui sont installés dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ils sont installés après un travail de repérage effectué par les services de la préfecture, par les services du conseil départemental, par les représentations d'élus locaux et le syndicat mixte La Fibre 64, et notamment Stéphanie Puyal, qui est notre collaboratrice dédiée au sujet, est à leur côté pour les assister dans l'obtention d'abord de ces sites de téléphonie mobile et ensuite l'installation de ces sites de téléphonie mobile. Aujourd'hui, vous le savez, on parle essentiellement de 4G, mais déjà la 5G s'annonce. Alors c'est parfois cruel pour certains territoires de voir la 5G affichée quand chez soi on n'a pas encore accès à la 4G. Et c'est un sujet qui va vite nous rattraper, puisque les délais sont particulièrement courts pour envisager le déploiement de la 5G. Tout cela concourait à ce que l'on dédie un temps à la téléphonie mobile 4G et 5G à destination des élus locaux, en essayant de faire preuve de pédagogie, en essayant aussi de privilégier l'interactivité. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi, pour l'organisation de ce webinaire, de nous associer à la Fédération française des télécoms, qui va animer ce webinaire en la personne de Monsieur Michel Combeau, qui est le directeur général de la Fédération française des télécoms. La Fédération française des télécoms, il vous la présentera plus en détail, mais c'est le regroupement de l'ensemble des opérateurs de téléphonie fixe et mobile qui se réunissent au sein de cette organisation professionnelle pour défendre bien évidemment leurs intérêts, mais qui a également un rôle d'explication, d'accompagnement des collectivités locales dans le déploiement des infrastructures de téléphonie mobile. Et il nous expliquera particulièrement le rôle de la Fédé sur ces sujets-là. Bah, écoutez, merci. Je voulais vraiment vous remercier pour cette occasion de partager sur les enjeux de la téléphonie mobile et de la 5G, donc je dirais un peu de manière nationale, mais surtout faire un petit focus sur le beau département des Pyrénées-Atlantiques. Je vais juste là pour le coup retrouver ma présentation et après vous la partager. Comme ça, nous aurons un petit support pour pouvoir dialoguer. Alors peut-être déjà, attendez, hop, juste partager. Alors, est-ce que vous voyez tous Oui, c'est parfait. L'écran? Oui. D'accord, je pense que je vais le laisser comme ça. Est-ce que vous le voyez aussi tous comme ça? Là, c'est un peu petit quand même. Bon, je remets comme ça alors. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça n'a pas changé. Là, vous avez tout coupé. Ah, pardon, excusez-moi. Hop, je refais le partage du contenu.
Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux, oui. C'est bon pour tout le monde arrive à lire? Alors, s'il y en a qui n'arrivent pas, vous pouvez marquer le nom dans le chat. Mais bon, je pense que c'est quand même relativement lisible. De toute façon, vous allez commenter, donc De toute ça façon, va. on pourra vous... Voilà, donc juste pour vous rappeler donc, que la fédération regroupe les opérateurs nationaux de téléphonie mobile. Alors, même si vous ne voyez pas de logo de Free sur cette frise, mais on a mis le logo suffisamment petit pour que voilà, on ne fasse pas ni de pub à personne, ni de mauvaise voilà, presse à personne. Voilà, donc on a vraiment le lien entre les opérateurs et notamment les élus, la société civile sur les enjeux autour des télécoms et plus globalement du numérique. Voilà, peut-être vous rappeler, parce qu'on va rentrer, je pense, dans le vif du sujet, mais ça, j'espère que vous le connaissez tous, donc ce fameux accord dit du New Deal mobile qui a été donc signé il y a maintenant 3 ans entre l'État, l'ARCEP et le gouvernement, avec pour objectif vraiment d'accélérer la couverture mobile. Je parle bien de couverture mobile parce que c'est vrai que souvent on s'attache à la technologie 3G, 4G, 5G. L'enjeu est d'apporter du très haut débit mobile, hein. On le rappelle, la 4G, ça peut, notamment en zone rurale, où il y a effectivement un petit peu moins de personnes qu'en zone métropolitaine, arriver facilement à du 70-80 mégabits par seconde. Donc on parle vraiment de très haut débit mobile. Donc avec deux grands axes pour le New Deal, hein, c'est d'une part de s'assurer que l'ensemble, qu'il n'y ait plus de sites 3G. Alors c'est quasiment le cas, je reviendrai un peu sur les chiffres, hein, mais au niveau national, on a à peu près 90% de sites convertis en 4G à fin 2020. Ils le seront tous d'ici fin 2022, je pense même qu'on sera en avance. C'est en tout cas le premier axe. Le deuxième axe, c'est vraiment d'augmenter la qualité du signal. C'était un petit peu, alors c'est aussi ce qui a conduit les opérateurs à proposer un New Deal au gouvernement. C'était de considérer que finalement, la téléphonie mobile était devenue indispensable. Alors, c'est vrai qu'on le réexplique souvent. Je pense que les élus que vous êtes le savez déjà depuis très longtemps. Mais je dirais cet accord a vraiment en tout cas consacré la téléphonie mobile et dans toute je dirais, sa puissance comme un élément essentiel d'aménagement du territoire. Et donc l'enjeu, c'était de considérer que ce qui pouvait être couvert il y a près de 20 ans en 2G ne l'était plus forcément en 4G à l'ère de l'Internet et des smartphones. Et c'était donc l'enjeu de construire de nouveaux sites, hein, de couvrir de nouvelles zones blanches et aussi de renforcer le signal le long des axes routiers prioritaires ou des axes de transport ferroviaire. Et sur la partie zone blanche, hein, c'est 5000 nouveaux sites par opérateur d'ici la fin de l'année 2027. Et sachant qu'il y en a un certain nombre, plus d'une centaine par an, qui sont identifiés. Et je vous présenterai les chiffres dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc ça, c'est pour nous un accord ambitieux qui vraiment maintenant délivre ses promesses et je représenterai les résultats. Et surtout qui s'appuie sur un dialogue vraiment, en tout cas, entre les élus, les opérateurs et l'État, au sein de l'équipe projet. Hein, donc il y a ceci dans le département, donc il y a aussi le département et la préfecture, souvent en appui hein, des syndicats mixtes comme ici dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et qui nous permet vraiment d'avoir un dialogue finalement très stratégique avec les élus, d'une part sur les zones à couvrir et deuxièmement sur l'implantation des pylônes. On le sait, il n'est jamais évident d'implanter des pylônes. Hein. Les gens souhaitent de la couverture, mais ont du mal parfois à accepter la présence d'un pylône pour couvrir. Et donc, en tout cas, les opérateurs s'appuient beaucoup sur cette connaissance de terrain des élus pour pouvoir choisir le meilleur emplacement et couvrir la zone, en tout cas, qui leur a été confiée. Et ça, ce dialogue-là, en tout cas, il est pour nous très important, parce qu'il est source d'enrichissement et source aussi de résolution des problèmes. On le sait, l'élu de terrain, le maire en tout cas, et tous les élus de terrain connaissent vraiment par cœur leur zone et donc les problèmes éventuels. Je vais vous donner rapidement quelques grands chiffres hein, pour vous dire où on en est un petit peu du New Deal. On est à l'objectif hein, d'avoir, on est à 90% de sites convertis en 4G. Bon, là, on les a mis, mais on évite de rappeler quand même le pourcentage de population, parce que même si on vous dit que 99% de la population
est couverte en 4G, le pourcent restant, lui, le réclame encore plus fort que les autres. C'est vrai que ce que nous a appris la crise sanitaire et la crise économique, c'est que la couverture mobile, notamment, est indispensable. Indispensable pour les gens qui étaient effectivement, qui sont encore peu couverts en fibre optique. Indispensable pour les gens en mobilité et notamment pour les étudiants. Donc, quand on compare, hein, on est à peu près sur l'ensemble de la France à 87 000 sites mobiles, donc 81 000 presque 82 000 en 4G. C'est plus de 26 000 sites qui ont été construits ou passés en 4G depuis le New Deal mobile. Donc, vous voyez, c'est un impact très fort sur la couverture 4G sur l'ensemble du territoire. Alors, sur notre objectif de 5 000 sites par opérateur, on en a à peu près à 2700 identifiés et qui seront construits d'ici le début de l'année 2023. Et donc, sur ces 2700, on en est déjà à presque 600 de construits et d'activés. C'est un processus qui va être progressif, hein, donc il y a eu beaucoup d'impatience, je pense, au début de l'accord du New Deal. Mais on le rappelle vraiment, en tout cas, un site, hein, ça met 2 ans à se construire. Et c'est vrai que c'est pas évident d'aller plus vite, on essaye. Souvent, quand on a un terrain à disposition ou un point haut, on arrive à aller plus vite. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un délai assez incompressible. Maintenant, on est dans un rythme, je dirais, où des pylônes vont arriver de manière régulière parce que les premiers pylônes ont été identifiés en 2018 et les premiers ont été construits l'année dernière. Et donc, on va maintenant délivrer ces nouveaux pylônes zone blanche, en tout cas, de manière assez régulière pendant les prochaines années. Alors, peut-être vous faire un panorama dans les Pyrénées-Atlantiques. Là encore, ce sont des chiffres, mais ça, en tout cas, pour vous montrer que sur les 911 sites du département, 831 sont passés en 4G. Donc là encore, on est à peu près à 90%. On a encore 80 sites qui doivent migrer en 4G d'ici la fin de l'année 2022. Voilà, et on a 49 pylônes qui ont déjà été identifiés dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc on voit à peu près à mi-exercice. Donc on sera, je pense, à peut-être un peu moins de 100 pylônes zone blanche nouveaux d'ici la fin du New Deal. Donc un vrai effet du New Deal dans le département des Pyrénées-Atlantiques, sachant que sur ces 48 ou 49 sites, on en a déjà un certain nombre qui ont été construits. On vous a remis en fait la liste des communes concernées. Alors voilà, il y a parfois des petites. On essaye d'être le plus juste possible, mais parfois voilà, les arrêtés distinguent entre la zone couverte et la zone d'implantation du pylône. Mais en tout cas, vous le voyez, on a près déjà d'une quinzaine de sites déjà construits dans le département des Pyrénées-Atlantiques. En tout cas, un élément, c'était un département assez important, en tout cas, où l'effort des opérateurs est assez substantiel. Parce que si on prend, vous avez à peu près 2600 pylônes sur l'ensemble de la France, à peu près 26 pylônes en moyenne à ce stade identifié sur l'ensemble de la France. On est entre 48 et 49 dans le département des Pyrénées-Atlantiques, soit voilà, ce département-là, le New Deal porte un effort particulier au département des Pyrénées-Atlantiques. C'est aussi à la fois un département de montagne et un département je dirais, de zone rurale. Mais il y a un effort de rattrapage aussi qui est voulu dans le département grâce au New Deal mobile. Alors, que vous dire d'autre? Donc, pour nous, le New Deal mobile, c'est vraiment la priorité du moment. Et ça a été d'autant plus la priorité que la crise sanitaire nous a rappelé l'importance de ces réseaux. Là, je vous ai mis quelques chiffres. On pourra vous les montrer. Montrer qu'on a eu une explosion vraiment, en tout cas, des usages. Que ce soit pour le télétravail, que ce soit pour l'enseignement à distance, ou que ce soit notamment pour le suivi médical des Français. On a une grosse explosion de l'usage de la voix. C'est vrai que la voix, qui était un peu en décroissance les années précédentes, a été au contraire plébiscitée au moment de la crise sanitaire. Alors pour nous, c'est important, c'est une grande fierté, je pense, en tout cas côté de notre secteur, c'est d'avoir pu accompagner l'ensemble des foyers des entreprises
au cours de cette crise sanitaire, d'avoir aussi entendu le besoin de continuer d'accélérer le New Deal mobile et le développement de la fibre optique. Parce que les gens qui l'avaient étaient contents, ceux qui ne l'avaient pas ont souffert réellement de cet isolement numérique. Et là, en tout cas, on a été très fiers aussi de pouvoir continuer à déployer pendant cette période. On a pris un petit peu de retard sur le New Deal mobile, mais le retard a été contenu. Et de même, sa fibre optique, on a déployé près de 5 millions de prises au niveau national, soit quasiment le même nombre qu'en 2019. Et donc ça, c'est en tout cas pour nous une grande fierté. Et là, je vous ai effectivement donné les chiffres, que ce soit sur la consultation Internet ou sur la voix. Les réseaux ont été fortement sollicités pendant cette crise et les réseaux ont tenu, les réseaux vont continuer d'accompagner en tout cas les Français, les Françaises et les entreprises dans cette nouvelle économie, je l'espère, et de cette nouvelle société que nous appelons tous de nos voeux à l'issue de cette crise de la Covid. Voilà, et donc pour vous rappeler aussi, là j'ai beaucoup parlé du New Deal mobile, mais que tout ça s'inscrit dans des investissements qui sont assez importants, donc c'est près de 10 milliards d'euros par an pour l'ensemble des opérateurs. Et on a vraiment 4G, fibre et 5G qui sont vraiment un triptyque assez important pour l'ensemble des opérateurs. Et je dirais, je le dis aussi parce que les gens nous disent oui, mais vous nous annoncez la 5G, mais nous on a déjà la 4G. Et vous avez raison. La 4G pour nous est l'élément prioritaire. Prioritaire. La 5G, et je vais l'aborder, c'est l'avenir, mais ça reste en tout cas pour l'instant un service en devenir. Bon voilà, là je rappelle les investissements, mais c'est pour vous rappeler aussi que la France en tout cas n'a pas à rougir de ses voisins, et c'est surtout un effort en tout cas public-privé qui est sans commune mesure avec ce que peuvent faire des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, qui d'ailleurs nous copient. L'Allemagne a lancé un grand plan fibre 10 ans après la France. De même, le Royaume-Uni réfléchit à avoir un programme sur les zones blanches. Donc on est aussi pas mal inspirant pour les autres pays européens. Alors là, on va parler maintenant un petit peu de 5G. Je pense que c'est important qu'on puisse l'aborder pour que vous compreniez un petit peu ce que ça peut être, à quoi ça correspond, et surtout, voilà, quelle est notre stratégie sur ce sujet. On a un petit film pédagogique que l'on veut on en a plusieurs sur notre site pour vous faire comprendre ce qu'est la 5G. On va juste vous en passer un avec Victoria, puis après je reprendrai ma présentation. Oui, je prends la main pour lancer la vidéo. On vous enverra le lien par mail de toutes les vidéos qui existent sur ce sujet, qui sont vraiment très, très pédagogiques et très intéressantes. Je la lance de suite. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, Victoria, on voit ton écran. Super, merci. Comme son chiffre l'indique, la 5G est la petite dernière de la famille des technologies mobiles. Son arrière-grand-mère, la 2G, permettait seulement de passer des appels vocaux et d'envoyer des SMS. Sa grand-mère, la 3G, puis sa maman, la 4G, nous ont permis de se connecter à Internet, d'utiliser des applications ou de passer des appels vidéo. La 5G a beaucoup plus à offrir. Tout d'abord, elle va permettre de désengorger le réseau 4G afin de maintenir une qualité de service optimale. Ses capacités en termes de rapidité, d'instantanéité et de débit, qui sera multiplié par 10, sont bien supérieures à celles de la 4G. Dans un second temps, elles entraîneront le développement de nouveaux usages et de services innovants. Réalité virtuelle, véhicules autonomes et connectés, ville intelligente, industrie du futur. Côté énergie, là aussi, la 5G bat son aîné à plate couture. D'ici 5 ans, elle sera 10 fois plus efficace énergétiquement que la 4G. Ces performances, qui auront un véritable impact sur notre vie quotidienne, sont également un enjeu de compétitivité industrielle pour la France. C'est pourquoi la 5G continuera à s'enrichir progressivement au gré de l'évolution des standards au niveau mondial. Alors vous vous demandez pour quand est prévue la naissance de cet enfant surdoué. La première version de la 5G
pourrait se lancer d'ici fin 2020 en France métropolitaine. D'ici là, on continue à conduire sa voiture soi-même. Et pour vraiment tout capter sur la 5G, regardez nos autres vidéos sur fftelecom.org. Voilà. Monsieur Très bien. Combo, je vous laisse reprendre l'écran. Très bien, voilà. Hop. Donc voilà, donc ça c'est effectivement une petite vidéo. On le fait aussi, on l'a fait de manière un petit peu, je dirais pédagogique pour expliquer aux gens réellement ce que pouvait apporter la 5G, parce qu'on avait beaucoup de questions. Et la 5G, en tout cas clairement, au moins au départ, ça va être surtout pour désaturer ce qu'on appelle, éviter le phénomène de saturation de la 4G. Alors, je parle des métropoles, mais surtout dans les zones où il y a de fortes affluences. On vise notamment les gares, les centres de congrès. Alors, c'est qu'en ce moment, c'est peut-être moins le cas, donc ça nous laisse finalement plus de temps pour développer la 5G. Mais il est clair, c'est que notre enjeu est de garantir la qualité de service, et sachant que la mobilité, quand vous n'êtes pas chez vous, vous ne pouvez pas forcément attendre le bon moment pour qu'il y ait moins de monde sur les antennes. Ça, c'est un élément assez important. Clairement, comme je vous l'ai montré, les usages explosent en matière de téléphonie mobile, et la 5G va permettre de garantir le maintien de cette qualité de service en augmentant les débits et donc la capacité à accueillir plus de clients sur ces réseaux. Le deuxième élément, c'est vraiment répondre aux besoins des entreprises, des PME et aussi des collectivités en matière de services entreprises et de services professionnels. Et notamment, on l'a aussi pour tout ce qui est vraiment les enjeux de numérisation des services publics, que ce soit l'éclairage, collecte des déchets, et gestion des réseaux d'eau, gestion de capteurs. On a vraiment en tout cas des enjeux d'utilisation de la 5G pour pouvoir faciliter l'ensemble de ces services. Et donc là, clairement, en tout cas, la fédération, au sein donc, d'un comité de filière industrielle, gère l'ensemble de ces applications avec des cas d'usage, avec bon nombre d'expérimentations et de plateformes, je dirais, de développement sur l'ensemble du territoire. Notre enjeu vraiment, en tout cas, est de vraiment pouvoir inscrire la France dans l'avenir dans un déploiement qui sera progressif. Progressif parce que au départ, on va simplement, on est en train de remplacer les antennes par des antennes 5G, voire même simplement activer la 5G sur des antennes existantes. Donc on ne va pas démultiplier par 3 comme on peut l'entendre les antennes, de toute façon, mais on va aussi, je dirais, se focaliser sur les besoins, sachant que, et ça on le rappelle, au moment des enchères qui ont permis de donner de nouvelles fréquences pour la 5G en octobre 2020, une clause a été introduite par l'ARCEP qui permet à chaque entreprise de demander à être accordée la 5G. Donc s'il est vrai que la 5G pour le grand public, ce sera plutôt dans les grandes métropoles, ou même les métropoles, je dirais, l'ensemble des zones à forte affluence, des villes et communes de France, toute entreprise, qu'elle soit en zone rurale ou en zone urbaine, pourra demander à être accordée la 5G, parce que effectivement, qu'elle soit en zone rurale ou en zone urbaine, elle aura le même besoin, ces entreprises auront le même besoin. Et donc, il y a en tout cas une obligation de connecter les entreprises pour l'ensemble des opérateurs. Alors, c'est vrai que pour nous, en tout cas, la 5G, c'est vraiment, en tout cas, d'abord un dialogue avec les élus. On participe à beaucoup de dialogues sur la 5G en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'appréhension dans un climat aussi parfois un peu technophobe, où les gens ont du mal à comprendre pourquoi on fait évoluer les technologies. Et on leur répond souvent que d'une part, il y a un cadre quand même sanitaire et de sécurité qui est l'un des plus forts en Europe, que ça reste des fréquences qui sont déjà utilisées, qui ont été utilisées pour d'autres services depuis près de 20 ans. Mais surtout, c'est qu'on cherche à parler en termes de services. L'idée, c'est que vous cherchez à être connecté à Internet depuis votre smartphone et de pouvoir accéder à vos applications, travailler, étudier. Finalement, peu importe la technologie, l'essentiel est d'avoir du débit. L'enjeu donc est bien celui-ci. Et les enjeux environnementaux et sociétaux, finalement, sont les mêmes pour la 4G que pour la 5G. Alors, ils vont être un petit peu accentués avec la 5G. Mais lorsqu'on parle d'addiction aux écrans, d'impact environnemental
des réseaux télécoms, bah, ces problèmes-là sont déjà traités. Quand on parle de recyclage des smartphones, bah, ça s'applique aux smartphones 4G, 3G. Voilà, et donc là, ce sont pour nous un vrai dialogue et aussi une prise de conscience collective de la nécessité d'inclure les télécoms je dirais, dans une démarche environnementale respectueuse des intérêts des citoyens. On le rappelle, et on l'a vu avec la crise sanitaire, les télécoms sont un outil puissant pour permettre le télétravail, pour permettre, par exemple, l'impression 3D à distance, et donc plus besoin d'envoyer des produits. Vous pouvez simplement les faire imprimer près du lieu, effectivement, de commande des clients. Donc, il y a un ensemble d'usages qui vont permettre, effectivement, d'économiser et, je dirais, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, y compris par des capteurs qui permettent d'optimiser la consommation électrique ou la consommation d'eau. Voilà, mais ça reste que les réseaux télécoms doivent être eux-mêmes irréprochables, et c'est le sens, en tout cas, de notre engagement collectif, hein, que ce soit auprès des élus ou auprès du gouvernement, pour que les réseaux télécoms consomment moins, et la 5G va nous permettre d'accéder à ces objectifs parce qu'elle est effectivement plus économe que la 4G notamment. Alors, où en est-on en France, hein? Donc, c'est un déploiement qui commence, hein. On a un peu moins de 20 000 sites déjà qui ont été autorisés pour la 5G, et 10 000 sont opérationnels, hein. Donc avec une hausse de 10% au mois de janvier. Donc le réseau, lui, se déploie, avec effectivement des débits qui peuvent varier d'un opérateur à l'autre, parce que certains font le choix d'activer la 5G sur des antennes existantes, d'autres mettent de nouvelles antennes sur des poteaux existants. Après, voilà, aux citoyens et aux clients de faire son choix, mais la 5G va permettre de dépasser effectivement le cadre de la 4G avec différents types de services, différents types de débits. Ce sera à chaque client de faire effectivement en fonction de ses besoins. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, vous donnez un petit peu aussi, on est à 552 sites ouverts à fin décembre 2020, dont une soixantaine dans les Pyrénées-Atlantiques, surtout autour de la ville de Pau. Là, on vous a mis un petit peu le détail par opérateur, hein, et qui vous permettent effectivement de voir en fonction des fréquences, sachant que pour être un peu dans la technique, hein, les fréquences spécifiques à la 5G est la fréquence des 3500 MHz. Donc là, c'est un débit bien plus important que pour les autres fréquences où vous réutilisez en fait des antennes déjà existantes. Mais ça permet effectivement d'avoir différents types de services. Donc un déploiement de la 5G qui démarre en fait dans les Pyrénées-Atlantiques, hein, sachant que notre priorité est vraiment en tout cas de continuer à résorber les dernières zones blanches des Pyrénées et d'améliorer la qualité de service globalement dans le département. Voilà. Bon, rappelez le cadre juridique, hein, qui est à la fois un principe d'autorisation, d'information du maire, de concertation avec les élus locaux et de mesures pour rassurer en tout cas l'ensemble des citoyens. Et là encore, à votre disposition pour compléter ces informations, intervenir dans des débats. On le fait assez souvent en lien avec les agences publiques, hein, que sont l'ANFR notamment, l'Agence nationale des fréquences, et l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité et de la santé. Et voilà, donc plus d'informations donc sur notre site, à la fois sur la 5G et sur la 4G. Voilà, donc j'espère avoir tenu dans le timing, hein, à peu près 20-25 minutes, et peut-être laisser le temps aux questions et réponses, qui j'espère sont nombreuses, et de toute manière, on sera à votre disposition pour prolonger ces échanges, et je tenais à remercier encore, en tout cas, le syndicat mixte pour cette invitation et cette petite heure d'échange, en tout cas, virtuel. Un jour, j'espère en tout cas, on aura l'occasion de revenir dans le département et d'échanger physiquement. En tout cas, c'est toujours un plaisir de revenir dans ce beau département des Pyrénées-Atlantiques. Merci, Monsieur Combeau. Non, vous avez parfaitement tenu le temps. Parfaitement. Alors, effectivement, nous avons quelques réactions. Alors, je ne sais pas, par exemple, j'ai Monsieur Perpignat. Alors, je ne sais pas si vous avez un micro. Si vous avez un micro, si vous voulez échanger avec Monsieur Combeau. Sinon, je vais lire votre question. Donc, Monsieur Perpignat qui nous dit que le 15 décembre dernier, l'opérateur Orange a allumé la 5G sur l'antenne qui dessert la commune de Larouin. Le même jour, certains abonnés 4G de même secteur ont constaté un affaiblissement du signal. Problème non résolu aujourd'hui. Est-ce que le fait d'utiliser aujourd'hui les mêmes fréquences pour la 5G et la 4G impose un réaménagement de la 4G ?
Alors, je dirais à la fois oui et non. Oui, parce que quand vous faites le choix d'allumer la 5G sur des antennes existantes, vous partagez votre antenne entre services 4G et 5G. Pour autant, en fait, les services prioritaires restent les services de 4G. A priori, il n'y a donc pas d'impact, en tout cas, quand vous déployez la 5G sur la 4G. Par contre, effectivement, si vous avez beaucoup d'utilisateurs 4G présents sur la zone, votre débit 5G s'en retrouvera de temps diminué. C'est pour ça que certains opérateurs privilégient le fait de mettre de nouvelles antennes. Il se peut que, par contre, quand vous faites des opérations techniques pour installer une nouvelle antenne 5G, par mégarde ou par incidence, un câble ait été débranché et vous pouvez avoir temporairement des problèmes de qualité de service. Donc là, il ne faut pas hésiter à contacter le service client de votre opérateur pour qu'il puisse vous informer sur les problèmes ou de nous envoyer la question précise et on verra avec l'opérateur concerné, Orange notamment, pour voir avec sa délégation régionale, pour voir effectivement pourquoi la raison d'éventuelle dégradation de service. Donc oui, ça peut arriver temporairement, mais a priori, en tout cas, l'idée c'est que si on déploie la 5G, c'est que ça ne pénalise pas les usagers de la 4G. C'est sûrement un accident, mais l'enjeu est de considérer que la 5G vient apporter un service supplémentaire, ne vient pas enlever en tout cas du service aux autres abonnés. Merci pour votre réponse. Madame Le Dieudeville, est-ce que vous souhaitez prendre la parole peut-être pour exposer ce que vous avez dit dans le chat? Oui. Alors, je suis devenue coprésidente de la commission numérique au titre de la DCF. Et nous avons interrogé la semaine dernière les 4 opérateurs de téléphonie qui nous expliquaient qu'effectivement, ils allaient déployer la 5G 3,5 GHz sur les métropoles ou sur toutes les zones denses et que dans les territoires ruraux, ce serait essentiellement du 700 MHz. En tout cas, d'après leurs idées de déploiement, même sur notre territoire, on allait surtout avoir du 700 MHz qui semble être de la 4G+. Donc, je me demandais, les entreprises qui sont en droit de demander la 5G, c'est quelle 5G? C'est ma question. Alors oui, effectivement, on est sur ces enjeux de fréquence et je vous remercie de votre question, sur des enjeux physiques. C'est-à-dire que plus vous augmentez la fréquence, moins la couverture est importante. Oui, c'est ce qu'ils donc si vous êtes en métropole, effectivement, une antenne à 3,5 GHz déjà couvre un petit peu moins que les fréquences 4G utilisées en ville, mais en zone rurale, ça va couvrir très peu. Oui. Donc l'enjeu est d'avoir une complémentarité des fréquences, notamment d'utiliser la bande des 700 MHz qui couvre très bien et pour lequel en fait la plupart des opérateurs ont entre 5 et 10 MHz de fréquence et proposer des services 5G sur cette bande de fréquence. Alors, bien entendu, si vous mettez une densité de population équivalente à celle d'une ville dans une zone rurale qui utilise la bande 700, vous aurez un service de bien moins de qualité que ce que vous avez en métropole avec une fréquence 3,5. Après, il faut raisonner en termes de nombre d'abonnés sur le site en question. D'autant qu'en fait, pour l'instant, voilà, le nombre de clients 5G va augmenter progressivement. Donc au départ, il y aura finalement peu d'abonnés sur ces fréquences-là. Et donc vous aurez un service quasiment équivalent en bande 700 par rapport à un service 3,5 GHz en métropole, par l'effet effectivement de la densité de population et du nombre d'abonnés. En fait, je dirais le débit est la résultante de plusieurs choses. Il va être la résultante effectivement du nombre de personnes présentes sur de la fréquence et de la quantité de spectre dans cette fréquence-là. Donc, à terme, le jour où vous aurez finalement une migration intégrale vers la 5G, ce qui se passera, c'est que les opérateurs réutiliseront d'autres fréquences que la bande 700 pour y déployer la 5G. Ils feront peut-être le choix d'arrêter la 4G ou le 3G, mais l'enjeu va être de proposer, en tout cas, d'essayer de proposer un service qui soit au moins aussi bon en zone rurale qu'en zone métropolitaine. Et c'est la même chose que vous pouvez voir en fait sur la 4G. Actuellement, si vous êtes, nous on inaugure beaucoup de pylônes en zone rurale de 4G, si vous testez votre 4G en zone rurale, y compris c'est de la bande 800, donc c'est quasiment équivalent à la bande 700, vous avez entre 70 et 80 mégabits par seconde. Alors ça peut fluctuer en fonction de votre distance par rapport à la cellule, mais ce sont des débits que vous retrouvez sur des bandes plus hautes,
plus large en zone métropolitaine. Tout simplement parce que vous avez l'effet effectivement de densité de population qui fait que effectivement vous avez moins de personnes et donc il y a besoin de moins partager le spectre. Et donc finalement vous vous y retrouvez au final. Et donc ce que l'on pressent, c'est que l'utilisation de la bande 700 en tout cas en zone rurale aura finalement peu d'impact sur la qualité du débit par rapport aux zones métropolitaines. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et bien entendu, les opérateurs ont des fréquences 700, des fréquences 800, des fréquences 900. Alors, il y a un moment, il y aura sûrement un choix de technologie à faire, parce que le jour où vous avez beaucoup d'abonnés 5G, vous ne pouvez peut-être pas conserver des fréquences pour, mettons, sous la 2G, sous la 3G, sous la 4G. Donc là, il y aura un choix à faire pour permettre de garantir la qualité de service. Donc ça, en tout cas, et vous le verrez, le jour où vous utiliserez la 5G en 700, vous verrez un vrai différentiel par rapport à la 4G en bande 800. Et ce différentiel-là, il sera à peu près le même que celui que vous pouvez voir en métropole entre une 4G et une 5G sur des fréquences plus hautes. Pour les entreprises, ce sera sûrement un petit peu différent. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'elles recherchent. Soit elles recherchent de la mobilité vraiment, c'est-à-dire de pouvoir, par exemple, pour un commercial, je dirais, être joignable en 5G et pouvoir piloter à distance ses applications lors de ses tournées. Donc là, lui utilisera plutôt effectivement en zone rurale la bande des 700 MHz. Par contre, si vous êtes en entreprise pour couvrir un entrepôt ou même votre usine ou votre hangar pour, mettons, y piloter des robots, là, vous pourrez utiliser des fréquences plus hautes, ce qu'on appelle la fréquence des 26 GHz, qui est un peu une sorte de hotspot. C'est-à-dire que ça, l'idée de faire un service un peu analogue au Wi-Fi, c'est-à-dire que vous aurez sur un petit mât de quelques mètres une petite antenne pour couvrir localement une zone avec des débits très importants et surtout un temps de réponse effectivement très faible. Donc là encore, je pense que les opérateurs vont s'adapter à la demande des entreprises. Et l'idée, c'est d'utiliser des fréquences adaptées à la couverture, à la densité de population et au service qui est attendu du côté des clients, qu'ils soient grand public ou entreprises. D'accord. Ouais, merci. C'est très clair. Merci beaucoup Marlène, merci Monsieur Combeau. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Est-ce que quelqu'un a d'autres peut-être interrogations? Bon, ben écoutez, on a respecté tout à fait le temps de ce webinaire. Monsieur Combeau, ben, on vous remercie pour votre participation et pour votre animation. Voilà, je pense que vous avez répondu à toutes les interrogations et ça a été très clair. Donc, le prochain webinaire aura lieu le 23 mars. Ça sera sur la sécurité informatique. Il sera animé par l'ANSSI, par Monsieur Olivier Graal. Ben, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup.